Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc pour ce hors-série, nous allons parler des frères stresseurs, donc Grégor Stressor et Otto Stressor. Donc encore une fois, il y a énormément de choses à dire sur ces deux personnages, il y a énormément de documentation, donc forcément je ne peux pas tout dire, donc si je ne parle pas de certaines choses, c'est pour éviter que la vidéo soit trop longue. Et comme vous avez pu le constater, lors de la chronologie d'Hitler, je parle souvent des stresseurs. Donc Grégor Stressor est l'aîné d'une famille de 5 enfants, 4 garçons, une fille, et il est né le 31 mai 1892 dans une famille catholique issue de la petite bourgeoisie. Donc son père, c'est un fonctionnaire de l'administration royale et il initie ses enfants aux questions économiques et sociales. Et dans la maison, il y a souvent des réunions avec des amis et il parle souvent de politique. Donc les enfants baignent dans ce milieu. Donc Grégor Stressor commence ses études de pharmacie à l'université de Munich et en 1914, lorsque la guerre éclate, il se porte volontaire dans l'armée bavaroise. Il servira dans le 1er régiment d'artillerie de Bavière. Il recevra lors de la guerre la croix de fer 2e et 1re classe pour des actes de bravoure et il terminera la guerre avec le grade de lieutenant-colonel. Son frère Otto, il est né le 10 septembre 1897 et comme son frère, il est initié à la politique par son père. Et lors de la Première Guerre mondiale en 1914, il a 17 ans et il s'engage en tant que volontaire. Pour cette année 1914, il est l'un des plus jeunes volontaires à s'engager pour l'armée. Il est blessé 2 fois au cours de la guerre, ce qui l'amène à finir la guerre dans l'artillerie. Il finira au grade de lieutenant et il semblerait aussi qu'il ait la croix de fer 2e et 1re classe. Donc en 1919, Grégor Stressor reprend ses études après la guerre, donc à l'université de Nuremberg. Et en même temps, en 1919, il s'engage dans les corps francs du général von Epp avec son frère Otto. Donc les 2 frères sont dans les corps francs du général von Epp pour lutter contre les communistes de Munich. Donc là, c'est encore une information à prendre avec des pincettes parce que ces informations nous viennent de Otto Stressor et certains historiens disent qu'il ment, qu'ils n'ont pas participé au combat dans les corps francs et que cela a été inventé par Otto Stressor après la guerre parce qu'il n'y a aucune preuve et l'histoire ne vient que de lui. Mais après, cela peut être possible qu'ils ont réellement participé au combat des corps francs. En 1920, Grégor Stressor se marie. Il aura 2 garçons, des jumeaux, dont Hitler sera le parrain. Une autre version de l'histoire, c'est qu'il se serait marié en 1927. Donc ce qui a pu induire les historiens en erreur, c'est que ses enfants sont nés en 1920. Donc ils en ont déduit qu'il s'est marié en 1920, mais d'autres informations nous disent qu'il s'est marié en 1927. Donc ce qui est rare pour l'époque, parce que généralement les gens, ils se mariaient et avaient des enfants, et là il a eu les enfants très tôt pour se marier très tard. Donc ce qui est très rare pour l'époque. Donc ces enfants des jumeaux sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il aura un fils tué le 30 juillet 1941 en Russie. Et l'autre fils, il est tué le 27 mai 1942, également en Russie. En 1920, il réussit son examen de pharmacien et il commence à travailler. L'année 1920, c'est aussi l'année où Grégor Stressor forme le bataillon Niederbayern qui participera au putsch de Cap en 1920. Himmler sert comme adjudant de Stressor dans le bataillon.
Donc quand on dit adjudant, ce n'est pas le grade comme nous connaissons en France, c'est en gros un aide de camp. Donc il aide Stresseur pour tout ce qui est organisation, etc. Et de son côté, Otto Stresseur, lui, en 1918, il part faire ses études à Berlin en sciences politiques et il s'engagera dans le Parti social-démocrate et il combattra le putsch de Kapp. Donc quand je dis combattre, si vous vous souvenez bien, en fait, c'est tous les ouvriers se sont mis en grève, ce qui a complètement paralysé le putsch. Ce n'est pas des combats à proprement parler. Donc vous l'avez compris, Gregor Stresseur, lui, du moins son bataillon, parce que, encore une fois, nous ne savons pas si Gregor Stresseur était à Berlin ou si c'était seulement son bataillon, mais eux, ils luttent pour le putsch de Kapp, et Otto Stresseur, son frère, lui, fait tout pour que le putsch de Kapp s'effondre. Donc c'est une histoire un peu étrange, mais c'est ce qui ressort des commentaires d'Otto Stresseur. En 1921, Gregor Stresseur ouvre sa propre pharmacie à Landshut et cette même année, il rejoint le parti local de Landshut. Il rejoindra officiellement l'ASA et le parti en 1922 et il écrira également des articles pour le Volkischer Beobachter. En 1923, il devient chef de l'ASA de Basse-Bavière. Lors de la manifestation du 1er mai 1923, Gregor, qui est le chef de l'ASA dans toute la Basse-Bavière, est présent lorsque les membres du putsch sont encerclés par la Reichswehr et la police commandée par Röhm. Donc Hitler, après avoir parlé à Röhm, dira par la suite que ce n'est pas le moment. Stresseur, lui, est prêt pour la bagarre. Il fait bien comprendre à Hitler qu'il est prêt à rentrer dans le tas, mais Hitler dira que notre journée viendra probablement bientôt. Pour le putsch des brasseries, Gregor Stresseur arrive le matin à 6h à la tête de 150 hommes. Donc il reçoit l'ordre de Göring de se déployer sur le pont de Wittelsbach sur l'Isar, donc un pont qui se situe entre le Bugerbroller et le centre-ville. Lorsqu'il se rend compte que le putsch est un fiasco, il fait décrocher ses hommes en tenant en respect la police et l'armée et il fait disparaître ses hommes dans les entrepôts des chemins de fer. Donc c'est un des rares commandants de SA qui a réussi à faire évacuer tous ses hommes sans qu'il n'y ait la moindre arrestation. Donc Gregor Stresseur sera arrêté le lendemain par son beau-frère. Donc son beau-frère, c'est un officier de la police et il viendra l'arrêter alors que Gregor Stresseur est à table avec Himmler. Donc en voyant son beau-frère, il l'a invité à s'asseoir avec eux, mais son beau-frère lui a dit qu'il était venu pour l'arrêter et Gregor Stresseur l'a suivi sans faire d'histoire. Donc il ne fera qu'un bref séjour en prison, donc certains disent quelques mois, d'autres quelques semaines. Ce qui est sûr, c'est qu'il a fait minimum 5 semaines de prison. Et lorsque Gregor Stresseur sort de prison, il devient chef du parti avec Ludendorff et Albrecht Greif. Donc ce n'est plus le parti nazi parce qu'il a été interdit, c'est le NSFB. Donc c'est le parti nazi mais avec un autre nom. Donc Stresseur est désigné troisième chef du parti temporaire en attendant le retour d'Hitler. Il sera également élu au Parlement de l'État bavarois. Donc il sera député pour la Bavière, ce qui a sans doute favorisé sa sortie de prison. Le 17 février 1925, Gregor Stresseur quitte le NSFB pour rejoindre le nouveau parti nazi. Et justement, il négocie avec Hitler pour être l'égal d'Hitler, ce que Hitler accepte. Les rôles sont donnés. Stresseur s'occupera du nord de l'Allemagne à partir de Berlin et Hitler du sud à partir de Munich. Et Stresseur sera également nommé Gauleiter de Basse-Bavière et il aura pour adjoint Heinrich Himmler. Donc c'est le 11 mars 1925 que Gregor devient officiellement le chef du parti d'Allemagne du Nord et pour cela il demande à son frère Otto de le rejoindre dans le NSDAP pour le transformer et le rénover. Otto Stresseur accepte et il lance l'idée que le NSDAP devait faire une révolution nationale aux côtés des communistes.
Donc Otto Stresser se tient à distance des soviétiques tout en étant intéressé par leurs idées. C'est ce qui fera aussi que Goebbels soit un proche des stresseurs au début, parce que Goebbels au début est intéressé par le côté communiste. Donc justement, c'est le 27 mars 1925 que Stresser, après une recommandation de Kurt Kaufmann, accepte Joseph Goebbels pour devenir le directeur commercial au bureau central de Rhénanie. Donc au début, entre Goebbels et Stresser, c'est la bonne entente. Donc comme vous avez pu le voir au début, dans le journal intime de Goebbels, il y a plein d'éloges sur Stresser, mais par la suite, il y aura la fracture. Kurt Ludek dira également sur Gregor Stresser: il semblait le plus authentique et d'une simplicité et d'une modestie presque touchante. C'était un spectacle étrange. Ce grand homme en culotte faite maison, bas en laine noire et chaussures lourdes, avec un petit chapeau tyrolien perché comme une assiette au sommet de sa tête, complètement en désaccord avec ses traits larges et massifs. Mais en même temps, il m'a impressionné par sa force calme, son humour concis et sa santé robuste, suggérant à la fois quelque chose de boisé et de puissant. Donc ça c'est un constat que de nombreux proches diront de Gregor Stresser, c'est que c'est quelqu'un d'authentique et de gentil. Gentil, on l'entend quand vous êtes de son côté, parce qu'il n'hésite pas non plus à se taper quand il le faut. Donc nous pouvons dire que les premières embrouilles entre Stresser et Hitler arrivent en janvier 1926, lorsque le gouvernement pose la question de est-ce qu'il faut rendre les terres aux propriétaires terriens ou non. Donc Stresser est complètement contre, donc c'est un peu les idées du Parti communiste, alors que Hitler est pour. Donc le fossé commence à se creuser, en sachant que les stresseurs, en prenant Berlin, ont créé un journal à eux, et dans le journal, ils n'hésitent pas à remettre en question les idées d'Hitler. Également, ils n'hésitent pas à tailler les proches d'Hitler. Donc, bien que le parti est divisé sur la question des terres, Hitler, lors d'une conférence le 14 février 1926, arrive à rassembler tout le monde derrière lui pour le bien du parti et des morts du putsch. Donc Stresser, qui essaiera de parler derrière lui, est complètement battu par la prise de parole d'Hitler. Donc il faut savoir que Stresser est un bon parleur aussi, mais que Hitler le surpasse dans ce domaine. Même Otto Stresser, qui dira beaucoup de mal d'Hitler, dira d'Hitler que c'est le plus grand orateur du XXe siècle, que quand il préparait ses meetings, il n'était pas top, mais que quand il improvisait, c'était le meilleur. Donc, Hitler n'est pas rancunier. Le 10 mars 1926, Gregor subit un grave accident de voiture et il doit rester à son domicile. Et Hitler lui rend visite avec un énorme bouquet de fleurs. Donc, Gregor Stresser est nommé en septembre 1926 par Hitler chef de la propagande du Reich. Et Goebbels devient Gauleiter de Berlin et ne sera plus sous les ordres de Stresser. Donc le fossé va commencer à se créer entre les Stresser et Goebbels. Donc Gregor Stresser n'est pas partisan des rassemblements d'hommes avec des drapeaux qui ne marchent pas. Il pense que cela fait fuir les gens. Et ils diront également que Goebbels s'éloigne de son côté socialiste, que Goebbels a des goûts de luxe. Donc dans leurs journaux, les Stresser n'hésitent pas à critiquer. Donc ils se lâchent sur Goebbels. Goebbels, à son tour, créera le journal Landgrif et attaquera aussi les Stresser de son côté. Et il se plaindra à Hitler. Sur le moment, Hitler ne fait rien. Il laisse faire les articles. Et en janvier 28, Stresser est démis de ses fonctions de chef de la propagande et il est nommé chef de l'organisation du NSDAP. Et Hitler prend le poste de chef de propagande et maintient Himmler comme adjoint. Et justement, Hitler profite de la promotion de Stresser pour lui faire comprendre qu'il doit arrêter avec son journal. Donc pour
Hitler, ce n'est pas top. Goebbels est bien meilleur en propagande que les stresseurs. Les stresseurs attaquent aussi les membres du parti, ce qui peut diviser le parti. Et justement, le fait que Stresseur ne soit plus dans la propagande, son journal n'a plus lieu d'être. Et Gregor Stresseur refuse. Donc au printemps 1928, Hitler rend visite à Stresseur dans son bureau à Berlin et il exige qu'il ferme son journal. Stresseur refuse et dit qu'il a le droit à son journal. Hitler répond « Ce n'est pas une question de droit mais de force. Que ferez-vous lorsque 10 soldats de la SA de M. Goebbels vous attaqueront dans votre bureau ?» Stresseur place alors un revolver sur la table. « J'ai 8 coups, monsieur Hitler. Ce sera 8 soldats de moins. » Hitler répond « Je sais que vous n'hésiteriez pas à vous défendre, mais néanmoins, vous ne pouvez pas tuer mes soldats de la SA. » Et Stresseur de répondre « Les vôtres ou ceux de M. Goebbels ? S'ils sont à vous, je vous conseille de ne pas les envoyer. S'ils sont à M. Goebbels, c'est à vous de les empêcher de venir. Quant à moi, je tirerai sur quiconque m'attaque. » Vous pouvez voir que la joie et la bonne humeur ne sont pas dans le parti du NSDAP. Mais, encore une fois, Hitler n'est pas rancunier, et le 20 mai 1928, lorsque le NSDAP obtient 12 sièges au Reichstag, Stresseur devient député. Cependant, bien que Gregor Stresseur soit député, il y a toujours des conflits entre les gens qui sont du côté de Stresseur, donc ceux qui sont plus socialistes, et les gens du côté d'Hitler. Donc par exemple, en 1930, Otto Stresseur présente des industriels à Hitler. Mais Hitler refuse toute approche avec ces personnes en les accusant d'avoir coulé l'Allemagne, que c'est des capitalistes, etc. Quand Otto lui parle des riches industriels d'Hitler qui financent le parti, Hitler répond qu'il ne veut pas détruire l'économie allemande et qu'il agit dans l'intérêt de la nation. Hitler dira sur Otto Stresseur « Un juif blanc intellectuel, totalement incapable d'organisation, un marxiste de la plus pure espèce. » Le 30 juin 1930, lors de conflits entre membres du parti, Otto Stresseur, avec un groupe de ses partisans, est éjecté de la salle par la SA, ce qui sera une grande fierté pour Goebbels. Le 1er juillet 1930, Gregor Stresseur s'éloigne de son frère Otto. Gregor dira de son frère « Le départ de mon frère et sa lutte contre le parti est une pure folie. » Le 4 juillet 1930, Otto Stresseur quitte le NSDAP et fonde le NSKD, Communauté de combat du national-socialiste. Il lance un nouveau hebdomadaire, le Die Deutsche Revolution, et il est rejoint par 6000 membres du NSDAP. Sten rejoindra le parti pendant quelques mois en 1931 et le capitaine Erhard s'intéressera à ce nouveau parti. Goebbels dira « Otto Stresseur est complètement perdu. » Très peu d'autres suivent son exemple. La clique d'Otto Stresseur est terminée. Donc les membres du parti demanderont à Gregor Stresseur si il est sûr de rester dans le parti, et Gregor Stresseur dira que il a vendu sa pharmacie et qu'il a mis tout son argent dans le parti, donc qu'il est lié au parti. Bien que Otto Stresseur ait quitté le parti, il y a toujours les embrouilles entre Hitler et Gregor Stresseur. Donc nous pouvons dire que c'est des embrouilles gentilles parce que chacun des deux est là au moment où l'autre en a besoin. Donc, Stresseur, député, il présente des projets de loi contre les banques, ce qui satisfait les communistes, mais horrifie Hitler, qui demande de les retirer. Stresseur dira dans un article du National Socialist Brief « Tout ce qui est préjudiciable à l'ordre existant a notre soutien. Nous promouvons des politiques catastrophiques, car seule la catastrophe, c'est-à-dire l'effondrement du système libéral, ouvrira la voie au nouvel ordre. Tout ce qui sert à précipiter la catastrophe du système au pouvoir, chaque grève, chaque crise gouvernementale, chaque perturbation du pouvoir de l'État, chaque affaiblissement du système est bon pour nous et notre révolution allemande. » Je vous rappelle que les députés nazis
bien qu'au début ils ne sont pas nombreux, leur but est de saboter la politique allemande. Donc par la suite les députés nazis seront majoritaires et là vous pouvez vous imaginer ce que devaient être les assemblées au Reichstag à cette époque. Gregor Stresser dira également, en mai 1932, lors d'une prise de parole au Reichstag, « La montée du national-socialisme est la protestation d'un peuple contre un État qui nie le droit au travail et la renaissance des rapports naturels. Si le mécanisme de distribution dans le système économique mondial actuel est incapable de répartir correctement la richesse productive des nations, alors ce système est faux et doit être modifié. La partie importante du développement actuel est le sentiment anticapitalisme qui imprègne notre peuple. C'est la protestation du peuple contre un système économique dégénéré. Il exige de l'État que pour garantir son propre droit à la vie, il rompe avec l'ordre des démons, l'économie mondiale, le matérialisme et avec l'habitude de penser dans les statistiques d'exportation et le taux d'escompte, et qu'il soit capable de restaurer un paiement honnête pour un travail honnête. Donc, rien que ces paroles, vous pouvez voir que les députés sont contre leur gouvernement. Gregor Stresser dirigera également le Deutschland Organisation. Donc cette organisation a pour but de mettre en relation les Allemands avec les Allemands vivant dans les autres pays. Stresser sera également présent aux côtés d'Hitler lorsque celui-ci apprendra le suicide de sa nièce. Voyant Hitler dévasté, Stresser prendra les rênes du parti, le temps qu'Hitler se remette de son deuil. Il restera également aux côtés d'Hitler pour qu'il ne fasse pas de bêtises. Il confisquera même le pistolet d'Hitler. Donc encore une fois, vous pouvez voir que même s'il y a des désaccords entre eux, ils se comportent entre eux comme des bons amis. Et justement, Hitler a toujours une pleine confiance en Stresser parce que, en juillet 1932, le NSDAP devient le premier parti d'Allemagne, ce qui ouvre la chancellerie à Hitler. Et si Hitler est élu chancelier, Stresser fera partie de son gouvernement, il aura le poste de ministre du Travail. Mais Hindenburg et le gouvernement ne veulent pas qu'Hitler devienne chancelier. Donc, de grandes tensions apparaissent au sein du gouvernement. Stresser, de son côté, essaye d'allier d'autres partis au NSDAP pour mettre la pression au gouvernement. Hitler, qui ne veut pas former de coalition avec d'autres partis, refuse d'aider Stresser et le laisse s'occuper de cette tâche. En septembre 1932, une fois que la coalition est formée, Stresser demande à Hitler de rejoindre la dite coalition. Hitler refuse, il ne veut pas être un petit partenaire, mais il veut avoir la place de chancelier. En novembre 1932, Hindenburg propose le poste de vice-chancelier à Hitler. Stresser encourage Hitler à accepter. Hitler refuse, ce sera chancelier ou rien. Le gouvernement est bloqué. Le NSDAP est majoritaire au Reichstag et toutes les lois du gouvernement sont rejetées. Le gouvernement a deux choix. Soit il faut lancer l'état d'urgence, suspendre le Parlement et lancer des lois de réforme constitutionnelle, ce qui sera une violation de la Constitution, ou le deuxième choix est que Hitler devienne chancelier. Le gouvernement opte pour une troisième solution, diviser le parti nazi pour que les lois puissent passer au Reichstag. Objectif, séparer 60 députés du NSDAP avec comme objectif principal Gregor Stresser. En décembre, Stresser se voit proposer par le gouvernement le poste de vice-chancelier et ministre-président de la Prusse. Stresser encourage ses collègues à arrêter de soutenir Hitler dans sa course pour la chancellerie. Stresser aurait dit « Göring est un égoïste brutal qui ne se soucie pas de l'Allemagne, tant qu'il devient quelque chose. Goebbels est un diable boiteux à deux faces. Röhm est un cochon. C'est la vieille garde du Führer, c'est terrible. » Le 7 décembre 1932, Stresser est sommé par les partisans d'Hitler d'ouvrir les yeux et que l'objectif de cette proposition est de diviser le parti. Le 7 décembre 1932, Stresser et Hitler se rencontrent et chacun se lance une série de récriminations.
Par la suite, Stresseur écrit une lettre de démission à Hitler et il écrira également une lettre à sa femme où il dit « Chère Elsenfrau, le conflit entre Hitler et moi-même est devenu si aigu que demain je démissionnerai, probablement de toutes les fonctions de mon parti, y compris le Reichstag, et me retirerai dans la vie privée. Mais n'en parle à personne. Mais considère si tu vois la possibilité de pouvoir m'accompagner en voyage, car je ne veux pas être là les premiers jours après l'étape décisive. » Et il démissionne de toutes ses fonctions au parti, sauf celle de député. Il rencontre lors d'une réunion plusieurs Gauleiters et critique Hitler et sa politique d'opposition. Les Gauleiters seront pro-Hitler et contre Stresseur. Stresseur quittera l'Allemagne pour l'Italie pour prendre des vacances prolongées. En décembre, Hitler dira à Leni Riefenstahl que si le parti serait divisé, il se suiciderait. Mais il finira par dire qu'il n'avait pas le droit d'abandonner tant qu'il y aurait encore autour de lui des hommes comme Hess ou comme Göring. Dès son retour d'Italie, en janvier 1933, Gregor Stresseur rencontre Hindenburg pour voir si l'offre tient toujours. Mais maintenant que Stresseur n'est plus du NSDAP et qu'il n'a plus de pouvoir, Stresseur n'est plus trop utile pour le gouvernement. Le 16 janvier, Hitler, dans un discours avec ses Gauleiters, attaque Gregor Stresseur. Il dira que Stresseur est un traître et qu'il s'engage à casser le cou aux défaitistes du parti. Après cela, Stresseur démissionne de son siège au Reichstag. Il cessera d'être un acteur politique. Une fois de retour au pouvoir, Hitler proposera quand même à son vieil ami Stresseur de devenir ministre de l'économie. Stresseur dira qu'il accepte le poste que si Goebbels et Göring quittent le gouvernement. Hitler ne peut pas accepter et Stresseur restera loin de la politique. Il reprendra son travail et il travaillera également pour une société pharmaceutique en tant que gérant d'une fabrique de produits chimiques pour médicaments. En 1934, il sera le premier président du Conseil des étudiants du Reich pour l'industrie pharmaceutique. Gregor Stresseur sera assassiné lors de la nuit des longs couteaux. Il semblerait, d'après certains historiens, que Gregor Stresseur sera tué parce qu'il menaçait de divulguer des casseroles et inviter les autres membres à divulguer les casseroles qu'il possédait, ce qui aurait été l'effondrement du parti nazi. Donc il y a plusieurs petites versions sur la mort de Gregor Stresseur, mais qui dans un sens se rejoignent à peu près tous. Donc lors de la nuit des longs couteaux, Gregor Stresseur est dans son exploitation lorsque les SS viennent le chercher. Les travailleurs protègent Stresseur en empêchant les SS de procéder à l'arrestation et Stresseur arrive à se sauver. Göring dira au téléphone, ou plutôt hurlera au téléphone, que les SS auraient dû tirer dans le tas. Donc, après s'être sauvé, Gregor Stresseur sera arrêté dans l'après-midi. D'après certaines informations, il se rend lui-même. Donc, plusieurs informations. Soit il était chez lui et quand les SS sont venus, il s'est rendu, ou soit il est parti se rendre directement au SS parce que il n'avait rien à se reprocher, donc il s'est dit ça sert à rien que je me cache, je vais aller régler l'histoire et ce sera fait. Donc il est amené au QG de la Prinz Abelstrasse et enfermé dans la cellule 16. Après 12 heures d'attente, 3 hommes entrent et tirent à bout portant. Stresseur vit encore. Heydrich arrive peu après et ordonne de laisser ce porc se vider de son sang. Dans une autre version, Heydrich lui donne le coup de grâce. Encore dans une autre version, Stresseur est amené au sous-sol et il est immédiatement assassiné de plusieurs coups de pistolet par un capitaine SS qui aurait dit « le cochon est fini ». Ensuite, le cadavre aurait été découpé en morceaux et emmené dans plusieurs sacs. Et encore une autre version où les 3 SS non identifiés seraient rentrés, parce qu'il semblerait que des SS se sont vantés que c'était eux, mais c'est plus probable que ce soit des SS non identifiés. Donc, dans la nouvelle version, les 3 SS seraient rentrés dans la cellule de Stresseur et il était en train de dormir et ils lui ont tiré des balles dans la nuque et dans la tête. Donc, nous ne savons pas comment, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est mort et ils diront à Hitler qu'il s'est suicidé. Donc, lorsque Hitler verra le nom de Stresseur sur la liste des tués, son visage se décomposera
et il lèvera les yeux au ciel en basculant la tête. Donc, dans beaucoup de documentaires, il est souvent dit que Hitler a demandé à ce qu'on assassine Grégor Stresser, mais cela n'est pas vrai. L'ordre ne venait pas de lui. Il y a aussi des rumeurs comme quoi ça serait Himmler, mais là encore une fois, l'ordre ne vient pas d'Himmler. Himmler est un proche des Stresser. Comme vous l'avez pu voir depuis le début, il est avec Stresser. Et Himmler n'aurait pas pris le risque d'exécuter une personne dont Hitler tient. Donc bien qu'ils ne soient plus dans la politique ensemble, Hitler tient à son ami Stresser. De plus, Himmler remettra l'urne funéraire en personne à la famille de Stresser et il mettra tout en place pour que la femme de Stresser reçoive une pension mensuelle qu'elle obtiendra. Bien qu'elle ait de l'argent, elle finira quand même par nettoyer la vaisselle dans un restaurant ferroviaire et elle dira sur cet événement que Grégor refusait toujours de rencontrer n'importe quel homme politique, même du NSDAP, et qu'il avait écrit une lettre 14 jours avant son assassinat où il demandait à Hitler une protection personnelle. Donc c'est une lettre qu'Hitler n'a jamais reçue. Donc il faut se dire que Grégor Stresser devait être certainement mis au courant de certaines choses ou avoir entendu certaines choses. S'il demande une protection, ce n'est pas pour rien. Donc sa femme se plaindra à la Gestapo parce qu'elle n'a pas reçu de certificat de décès et elle en recevra un 3 mois et demi après qui dira qu'il a été arrêté le 30 juin à 14h30 et qu'il s'est suicidé à 17h20. Sa femme affirmera que Grégor n'avait qu'un seul pistolet et que les SS le lui ont pris en venant le chercher. Donc des mystères sur l'heure et la façon dont il est mort. Donc qui est le responsable du meurtre de Stresser? Pour la majorité des historiens, le responsable c'est Göring. Donc seul Göring aurait pu donner un tel ordre sans avoir peur des reproches d'Hitler. Et de plus, un témoin affirmera qu'en 1933, Göring donnera l'ordre de se débarrasser de Stresser, soit d'un accident de la route ou d'un accident de chasse. Donc Göring craint Stresser parce que Stresser a une forte orientation socialiste et il a une forte popularité auprès des militants de base. De plus, ils ont toujours peur que Hitler reprenne Stresser un jour dans le gouvernement. Donc Otto Stresser, lui, peut éviter la nuit des longs couteaux parce qu'il n'est pas en Allemagne quand cela arrive. Il a créé le Front Noir qui est contre le parti nazi. Donc eux, leur boulot, c'est vraiment d'être contre le parti nazi. Et Otto Stresser est à l'étranger et il gère le parti depuis l'étranger. Donc il faut savoir que lors de la prise de pouvoir, les membres du Front Noir seront envoyés en camp de concentration. Donc Otto Stresser sera en Autriche. Donc une fois en Autriche, il décide de partir pour la Tchécoslovaquie et à Prague, il semblerait encore une fois, nous n'avons pas la preuve, qu'une tentative d'assassinat est lancée sur sa personne. Normalement, il aurait dû être empoisonné. De là, il partira en Suisse et lors de l'attentat de la brasserie d'Hitler en 1939, il est accusé par les autorités nazies et il demande à la Suisse de l'arrêter et de l'extrader vers l'Allemagne. De là, Otto Stresser prend peur, il n'a que 4 heures pour faire ses affaires et il s'enfuit en passant par la frontière avec la France et il se retrouve en France. Donc, il était tellement pressé qu'il a laissé sa femme, son fils et sa fille en Suisse, pensant certainement qu'il ne risquait rien. Donc, après une enquête de la police suisse, il s'avérera qu'Otto Stresser n'avait rien à voir avec cet attentat. Et une fois en France, Otto Stresser dira à qui veut l'entendre que c'est la Gestapo qui a organisé l'attentat contre Hitler. Donc cela aurait été une manigance entre Hitler et la Gestapo pour faire un faux attentat. Donc c'est les dires de Otto Stresser. Et une autre histoire aussi nous raconte qu'Otto Stresser avait un exemplaire de Mein Kampf que Hitler avait offert à Grégor Stresser et où Hitler avait écrit dessus « Avec l'éternelle amitié d'Adolf Hitler ». Otto Stresser a barré amitié pour le remplacer par inimitié
Et il a rajouté « En attendant que tu te décides à écrire un tout dernier chapitre intitulé Ma trahison ». Donc là encore une fois aussi, nous ne savons pas si cette histoire est véridique ou si c'est inventé par Otto Stresser lui-même. Donc pour finir sur son voyage, donc il est en France, de là il partira au Portugal. Au Portugal, il partira aux États-Unis et des États-Unis au Canada. Lors de la guerre, il fut assigné à résidence et les autorités viendront le questionner sur la psychologie d'Hitler et des dirigeants nazis. Après la guerre, il fut déchu de sa nationalité allemande pour le fait d'avoir été nazi et son parti Le Front Noir sera actif tout le long de la guerre. Donc ce sera des actes de résistance face à l'Allemagne nazie. Et après la guerre, les anciens du Front Noir créeront la Ligue pour le renouveau de l'Allemagne qui se transformera en Union sociale allemande. Stresser insista sur l'unification de l'Europe et sur la construction d'un parti européen. Il écrira plusieurs livres, qui ne seront pas vraiment des livres d'histoire, mais plus des livres pour rabaisser Hitler et glorifier son frère. Il écrira également de nombreux articles. Et Otto Stresser mourra à Munich le 27 août 1974. Voilà pour les frères Stresser. Donc la vidéo est un peu longue, et encore ce n'est qu'un résumé. J'espère que vous avez appris des choses, et je vous souhaite une bonne journée.